Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est parti, bien sûr, on ne savait pas où il allait, puisqu'il a prétexté, il faisait un petit boulot de, vous savez, chauffeur de maître. Et il nous a dit, je pars chercher une berline, une voiture, parce que dans ces boulots de VTC, les voitures sont souvent allemandes. Et donc, nous, on y a cru. Bon, bien sûr, c'était un gros mensonge. Mais ça, on l'a compris après. Donc Quentin est parti à Francfort. Et de Francfort, il a fait, on l'a su un mois après, il a fait Istanbul et la Syrie. Et donc ça, c'est terrible, quand vous l'apprenez, c'est horrible. Et moi, à Francfort, je textotais avec lui, comme maman poule, comme je faisais toujours avec mes garçons. Et il me répondait, il me faisait croire qu'il était encore à Istanbul, etc., à Francfort. Mais il était déjà parti. Il était déjà à Istanbul, sauf que ça, je m'en suis rendu compte 2 ans après, avec, vous savez, les nouveaux logiciels qui permettent de géolocaliser, etc. Et il a ressorti là aussi un mensonge. Là, je parle de mensonge parce que oui, Quentin nous a menti, mais pas parce que, comment dirais-je, il était menteur pathologique. C'est que ceux qui les embrigadent les invitent à mentir. Et le mensonge est interdit dans l'islam, sauf si c'est pour la bonne cause. Enfin, c'est ce qu'on leur dit. Donc voilà. Donc, Quentin nous dit dans un petit texto comme ça à Francfort, il devait partir 5 jours, donc moi je l'attendais pour la fin de la semaine, et il me dit, et en même temps à son père, il nous dit, ne vous inquiétez pas, je pars pour 1 mois, je vous appelle dès que je peux, j'ai besoin de prendre l'air, et je vais apprendre l'arabe littéraire comme je vous l'avais dit. Et donc là je fais un petit bond en arrière, c'était l'été qui a précédé, 2014, il était donc dans sa reconversion professionnelle, on va dire, parce qu'il avait arrêté l'université, tout ça, et il dit oui, j'aimerais bien apprendre l'arabe littéraire pour comprendre le texte dans le texte. Bon, en soi, c'est plutôt légitime. Au moins comme ça, on ne pourra pas te manœuvrer. Mais on lui dit, tu sais, parce qu'il nous dit là, vous savez, il y a des universités en Égypte où vous pouvez partir 1 mois, ça coûte 70 €. Elles existent, elles ont pignon sur rue, elles sont pas dangereuses, enfin, je ne sais pas si elles sont pas dangereuses. Mais enfin, en tout cas, on les présente comme des universités ouvertes sur le monde, Al-Azhar et compagnie. Et là, vous avez des cursus pour étudiants qui viennent du monde entier, où on ne parle pas de religion et pas de politique, a priori, c'est que de l'arabe littéraire. Bon. Et nous, on dit à Quentin, c'était après le printemps arabe, le monde n'est quand même pas très sûr, tu sais que l'arabe littéraire, tu peux l'apprendre en France. Et il prenait déjà des cours d'arabe. Je lui dis, tu peux aller à la Sorbonne. Et comme notre fils aîné est ingénieur, si vous voulez, à la famille, à la maison, quand on avait des discussions comme ça, on essayait de construire toujours un peu quelque chose de... on ne voulait pas le braquer. Donc on essayait toujours un petit peu d'argumenter. Et on lui disait, l'arabe littéraire, pourquoi pas ? C'est un plus. Puis en plus, ça peut même peut-être te servir si un jour tu fais du commerce international et tout ça, parce que son papa dans le commerce de produits cosmétiques. Et il importait à l'époque des savons d'Alep. Et ça c'est la triste coïncidence. Donc si vous voulez, même apprendre l'arabe, ça ne nous a pas paru dramatique. Il y a beaucoup de gens qui parlent l'arabe dans le monde. Il y a des journalistes aujourd'hui pour qui c'est un super atout. Donc moi je me disais, effectivement, mais pas aller en Égypte pour ça. Attention. Et Quentin nous avait dit, non, mais bon, je vais y renoncer, vous avez raison, machin. Mais sauf que ce mensonge, il l'a ressorti. Il n'a pas été en Égypte, et il a été directement en Syrie. Donc vous apprenez à quel moment qu'il est en Syrie finalement ? Octobre 2014. Enfin, plus exactement, il est parti fin septembre 2014. On fait une déclaration de disparition inquiétante au bout de quelques jours. On ne sait toujours pas où il est, parce qu'on est sans nouvelles pendant 1 mois. Mais quand on fait cette déclaration de disparition inquiétante, on rencontre, on va au commissariat, comme pour un jeune, une fugue. Sauf qu'une fugue à 22 ans, c'est pas une fugue, enfin c'est différent, c'est un jeune adulte. Mais dans le questionnaire qui vous est posé, quand ils savent que c'est un jeune converti, là, ils commencent, eux, à avoir un doute, si vous voulez. Mais nous, on était à milieu de tout ça. C'est-à-dire jamais on avait imaginé ça. C'est-à-dire qu'on n'y croyait pas. Parce que Quentin était pacifiste. Quentin n'a jamais parlé de partir. Voilà. Il avait vu des images aux informations, comme tout le monde, sur les premiers combats, vous savez, en Syrie, quand M. Hollande a dit « il faut aller aider les rebelles ». Ça, il l'a entendu, Quentin. Ça génère des motivations, ça aussi. Mais il avait dit « je comprends que des gens aillent aider », puisque aider, ça revient toujours chez les jeunes convertis, comme ça, et les radicaliser.
il y a si vous voulez, une démarche humanitaire. Et il avait dit, je comprends que des gens aillent aider, mais moi, je n'ai pas le courage. Donc, si vous voulez, ça nous avait mis à l'abri d'un problème éventuel. Il était déjà sensibilisé, mais à cette époque-là, on ne s'en est pas inquiété, vous voyez. Et comme il était sensible à la misère du monde en général, et par exemple sur Haïti, qui est le pays d'origine de son papa, il venait d'y avoir un grand tremblement de terre en Haïti, dont vous avez sans doute entendu parler, et Quentin déjà à cette époque-là, quand il avait passé son bac il est né en 92, il avait 18 ans, donc 2010, il avait fait une grande quête, il était dans une école privée catholique, c'est pour vous dire, dans laquelle il y avait des musulmans d'ailleurs, donc, comme quoi tout est possible, et il avait fait une quête en vendant des gâteaux, et ils avaient quand même récolté 4 500 € pour Caritas. Donc vous voyez, cet élan généreux, il l'avait. Mais pourtant, c'est pas vers Haïti qu'il s'est tourné, c'est vers la Syrie. Parce que, effectivement, sur discours religieux, fondamentalistes, mais aussi théorie du complot, tu comprends, les musulmans souffrent plus que les autres. Lui, il ne formulait pas de discours anti-juifs, de choses comme ça, mais c'était quand même dans la théorie du complot. Et à un moment, on leur dit, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Donc si tu es un bon musulman, puisque nous sommes frères, le mot frère résonne beaucoup dans leur langage, donc tu ne peux pas rester ici. Si tu restes là, tu es un faible. C'est comme ça qu'ils partent. En fait, au départ, c'est calqué sur un élan de... Ouais, ce sont des généreux. On a eu un appel en fait fin octobre, donc 1 mois après exactement, il a tenu sa promesse, il avait dit 1 mois. Et là, c'est un appel et on voit, c'est un message enregistré, parce que malheureusement nous n'étions pas là quand il a appelé. Et là, on a vu l'indicatif de Syrie. Donc là, si vous voulez, ça nous a fait un coup dans le ventre. Et là, son message, que je n'ai pas là, que je ne peux pas vous faire écouter, mais en gros, il dit, ce que je le raconterai dans mon livre, et puis je l'ai dit des fois dans certains témoignages, en gros il dit voilà, coucou c'est Quentin, je m'excuse de ne pas vous avoir appelé avant, je ne pouvais pas, j'ai pas de réseau là où je suis, je peux pas vous dire où je suis, mais je suis partie d'aider des gens, vous savez comment c'est important pour moi d'aider des gens, je peux pas vous dire où je suis, mais voilà, c'est moi qui ai voulu partir, parce que dans l'embrigadement, ils intègrent tellement, si vous voulez, le message, qu'effectivement, ils ont l'air d'être volontaires. Je dis bien, ils en ont l'air, parce qu'en fait, il y a eu tout un travail en fait avant qui ressemble à des méthodes un peu sectaires. Mais donc, parce qu'ils ne partent pas, vous savez, les attachés, ils partent libres. Donc, les autorités considèrent qu'ils sont partis volontaires. Et donc, on a su ça donc fin octobre qu'il était en Syrie. Après, plus de nouvelles pendant 1 mois. On a bien sûr essayé de le rappeler, mais dans le vide. Plus de nouvelles pendant 1 mois. Donc, inquiétude, machin, etc. Et là, à partir de ce moment-là, vous savez qu'il est en Syrie. Vous commencez à intégrer les informations, à vous rendre compte qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous. L'État islamique a été créé entre-temps. Vous voyez, donc tout ça, ça fait beaucoup d'informations. C'est un trauma pour les familles, c'est très très violent. Et fin novembre, il se remanifeste d'un cybercafé à la frontière syrio-turque. Donc, entre-temps, on avait commencé à rencontrer des parents, des experts, je les appelle comme ça, je ne sais pas comment dire, des gens qui connaissaient un petit peu ce qui se passait là-bas et qui nous avaient mis en garde. Attention, ils sont surveillés. Les autorités nous avaient dit, quand je dis les autorités, la police, tout ça, on ne va pas le chercher. Donc ça, c'est très très dur à entendre, et pour les familles et pour le jeune. C'est vous qui allez garder le lien avec vous, qui allez le faire rentrer. Donc tout repose sur nos épaules. Nous n'irons pas le chercher. Et attention, quand vous l'avez, de ne pas le braquer, puisque il faut que l'envie vienne de lui. Mais il est surveillé, donc si quelqu'un dans son groupe, puisqu'ils font allégeance, vous devenez traître quand vous sortez du groupe, et du coup ça le met en danger. Donc attention à la manière dont vous allez l'aborder pour parler du retour, des choses comme ça, il faut être prudent. Donc nous, on était tout à la joie de pouvoir communiquer avec lui par mail, etc. Quand on a commencé à évoquer le retour de manière un peu, vous voyez, indirecte, parce qu'on lui dit, tu sais, on peut sauter dans un avion, te voir, machin, etc. Et il dit, mais je ne peux pas rentrer, d'abord c'est dangereux.
Donc ça, il n'arrête pas de le dire, c'est dangereux, ce qui est la stricte vérité. Donc en fait, paradoxalement, ce sont des jeunes qui ont peur. Et ça, l'État islamique l'utilise très très bien dans le comment on dit, baratinage. C'est pire encore que celui qu'ils ont en France. C'est-à-dire, ne rentre pas, t'as vu ce qui t'attend? Reste là, mon frère. Au moins là, t'es libre. Et tu fais ce que tu veux. Sauf qu'à un moment, ils font plus ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont candidats souvent au martyr. De toute façon, mourir, c'est le but sublime. Donc, vous imaginez le piège dans lequel ils tombent, et nous avec. Moi, je le dis encore 1 an après, quand j'ai commencé à faire le clip de parents. Vous savez, les parents, la campagne dans laquelle Salia a participé, d'ailleurs Salia de Belgique. Et moi, à cette époque-là, je connaissais Salia, je l'avais rencontrée dans une structure de parents, et je ne m'imaginais pas vivre ce qu'elle vivait. À l'époque, moi, j'étais encore un peu dans ma bulle, et je me disais, non, ça colle pas, Quentin, il n'a pas le profil, il va pas mourir. Et je sentais des doutes chez Quentin. Je le voyais bien dans sa manière de parler. C'est-à-dire que j'arrivais avec mon mari, on voyait très bien dans ou les messages oraux ou les écrits, ce qui était lui. Coucou, c'est moi Quentin. Ah oui, la maison, montre-moi les photos, le chat, machin. Et tous les copier-coller de textes. Parce qu'en fait, après, ils ne parlent pas eux, ils parlent groupe. Et là, ils ont des espèces de forums le soir, entre garçons. Et là, ça déteint sur eux. Et donc, ils ne sont plus des individus. Vous voyez, ils sont un groupe. Et plus ça va dans le temps, plus leur individualité est gommée. Et à la fin, ils ne sont plus eux-mêmes. Et au début, voilà, vous voyez aussi la transformation physique qui s'installe. Au début, elle n'est pas flagrante. Chez Quentin, elle n'a pas été violente. Il avait conservé le même sourire, ses dents éclatantes, etc. Bon, si, un peu physique... la barbe un peu plus longue, un peu plus fournie, les fringues qui changent, parce que là-bas on ne s'habille pas comme ici, hein, il fait froid, il fait chaud, enfin bon. Mais voilà, mais à la fin par contre détruit physiquement, amaigri et plus de lumière dans les yeux. En fait, ce qui est terrible dans l'embrigadement, ce que je voudrais dire là, c'est que ça les rend tristes. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion joyeuse, enfin celle qu'ils pratiquent, c'est quelque chose de très torturant. Ils sont torturés en fait, mentalement, vous voyez. Et moi je le sentais très bien chez Quentin. Il nous disait... je pleure souvent. Vous me manquez. Je sais que je vous manque, mais c'est un sacrifice que Dieu demande. Il ne pouvait pas faire machine arrière. C'est-à-dire, c'est comme, vous savez, les enfants, quand ils font des pactes, ils s'échangent du sang. On dit, voilà, ils grandissent, ils font chacun leur chemin. Je dis n'importe quoi, il y en a un qui devient voyou, un qui devient flic, ou je sais pas quoi, peu importe, un qui est bourgeois et qui l'est pas. Et puis ils se retrouvent, et puis ils n'ont pas les mêmes idées, mais ils ont partagé le sang. Donc ils peuvent, voilà, l'un a besoin de l'autre, je peux pas te trahir. Et ben c'est pareil. Et en fait, l'État islamique joue beaucoup là-dessus. Tu fais allégeance, et après, voilà, tu peux pas faire machine arrière. Certains le font, c'est très rare, il faut que les choses soient claires, puisque ce que vous faites est destiné aux jeunes. Ne partez pas. Quand on part, c'est foutu. On bousille sa vie. Même si on meurt pas, hein, on bousille sa vie. Et celle de sa famille avec.